BFM Bourse, le club de la bourse. Et nos experts pour lire les marchés, les déchiffrer, anticiper la suite. Christian Parizeau, bonsoir Christian. Bonsoir. Bienvenue, économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC, Altaïr Economics, évidemment. Et Igor Demac nous accompagne aussi ce soir, dirigeant associé de Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Guillaume. Bienvenue aussi sur notre plateau. On va parler dans un instant aussi de la décision russe de quitter l'accord sur les exportations de céréales en provenance d'Ukraine. Ça fait un tollé géopolitique dans pas mal de pays. On va voir comment la Chine aussi réagit. Tiens, intéressant. Et puis sur le front des matières premières, du coup agricoles, on voit un rebond des cours sur un certain nombre de céréales depuis la décision russe qui a été annoncée donc en début d'après-midi. Avant d'en parler, comment sentez-vous les marchés maintenant qu'on approche de la période de publication aussi ici en Europe? Ça va commencer à s'accélérer cette semaine. Est-ce que les marchés sont prêts, parés pour bien digérer cette phase? Christian? Tout le monde sent que c'est compliqué quand même, parce qu'on est monté sur, alors on va dire 14 valeurs, 7 valeurs technologiques aux États-Unis, 7 valeurs du luxe en Europe. Ce sont ces 14 valeurs qui concentrent l'essentiel de la performance depuis le début de l'année. Alors sur le fond, ça peut être justifié, on peut tout justifier, et c'est vrai que on comprend que les marchés ont joué la thématique du luxe, la thématique de l'intelligence artificielle, mais ce sont aujourd'hui des valeurs qui sont payées très très cher. Juste pour vous donner une idée, les 7 valeurs technologiques américaines, elles ont un PER moyen de 40 quand le marché en a un PER de 15. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement vous n'acceptez aucune erreur de publication, et on en a l'illustration aujourd'hui avec Richemont. C'est pas que le chiffre est mauvais intrinsèquement, c'est juste que quand on paye très cher quelque chose, on n'a pas le droit de trébucher même un petit peu. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui la grosse inquiétude, et qu'on voit de plus en plus et que tout le monde met en avant, c'est la concentration des paris des investisseurs sur ces 14 valeurs. On voit aujourd'hui que ça pose un énorme problème, que tout le monde ait joué ces mêmes valeurs, que ces valeurs aujourd'hui une pondération beaucoup trop élevée. Et toute la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que finalement ces publications de résultats, ce ne sera pas la bonne excuse pour commencer à prendre des bénéfices et peut-être avoir une correction de ces valeurs. En tout cas, c'est à surveiller parce que ça peut être une vraie source de volatilité et de correction du marché sur les prochains jours. Et effectivement, donc les publications, on va continuer d'en parler. Et puis le rééquilibrage d'ici des indices, du Nasdaq en l'occurrence, parce que certaines pondérations sont devenues excessives. Mais on se dit, à Paris, là, on le disait un instant, sur le CAC 40, 6 valeurs sur 40, 6 sur 40 pèsent pour plus de la moitié de la capitalisation globale du CAC. Ces 6 valeurs, c'est Hermès, LVMH, L'Oréal, on est dans le luxe, et puis aussi Sanofi, Total Energy et Airbus. Ces 6 valeurs représentent 50,5% de la capitalisation. Igor, est-ce que les valeurs qui ont porté les marchés, les quelques rares valeurs qui ont porté les marchés depuis le début de l'année, si les publications déçoivent ou que ces valeurs s'essoufflent, est-ce que toutes les autres très en retard, même en publiant des résultats supérieurs aux attentes, parviendront à compenser l'essoufflement? Est-ce qu'on se dit effectivement qu'on va vers une rotation sectorielle à même de porter encore les indices? Je ne crois pas sur une publication trimestrielle qu'une grande rotation puisse avoir lieu. Il faudrait plusieurs publications. Il ne faut pas oublier le contexte de taux d'intérêt aussi, qui finalement n'a pas tellement favorisé les valeurs value. Moi, ce que je remarque, c'est que le premier commentaire, c'est que la concentration des performances et des valeurs boursières, c'est complètement antinomique avec les lois économiques et de diversification financière. Donc, il y a un vrai danger à avoir beaucoup trop d'argent concentré sur trop peu de valeurs et trop peu de secteurs. Et ça, on espère que le régulateur boursier américain et peut-être européen feront quelque chose. Et puis, le deuxième sujet, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des performances opérationnelles de ces valeurs qui non seulement justifient qu'on les paye plus cher que la moyenne, peut-être pas aussi cher qu'aujourd'hui, mais plus cher. Et puis également des valeurs qui finalement étaient très recherchées quand les taux d'intérêt étaient bas et qui sont aussi très recherchées quand les taux d'intérêt sont hauts. Pourquoi? Parce que ce sont des machines à cash qui empilent de la trésorerie et qui a du revenu financier. Et donc vous rajoutez avec tout ça un petit optimisme sur la fin de la hausse des taux d'intérêt, et donc les investisseurs se sont projetés sur ces valeurs, et c'est difficile en fait de les y enlever, puisque en fait c'est une espèce de sécurité. Mais on l'a vu aujourd'hui, Richemont se fait sanctionner, mais il y a des chiffres en Chine qui sont pas très bons, donc ça donne l'excuse pour dire les valeurs de luxe ne progresseront plus. Moi, je serais plutôt prudent et j'attendrai plusieurs publications pour voir une véritable rotation sectorielle. Vous ne dites pas sur Richemont, par exemple, qui déçoit à peine, chiffre d'affaires quand même en hausse de 19%, c'est pas mal. C'est proche des attentes. C'est les valeurs de croissance. Le titre perd 10%. Comme ça. Oui, mais 10% avec la performance qui a été embarquée, c'est rien du tout. Et si on prend les valeurs technologiques ou le Nasdaq, vous pouvez perdre 10, 20, 30, ça sera toujours un... Et vous vous dites pas que c'est prédictif de la façon dont les marchés réagiront sur les publications? Toute déception, quelle que soit l'ampleur de la déception, sera sanctionnée?
en ce moment, probablement, mais dire qu'on va se lancer dans une rotation long terme sectorielle, ça dépend, je vous l'ai dit, du contexte de taux et du contexte de croissance macroéconomique. Et c'est ça les deux vraies questions pour faire bouger les portefeuilles, qu'on prenne un peu plus de cyclique, d'industriel, de consommation non discrétionnaire, etc. Mais une rotation vraiment massive au cœur de l'été sur ces thèmes-là, je doute un peu. Bon, Igor, la question à 1 000 milliards de dollars. Quel secteur... D'euros ou de dollars? Ouais, de dollars, allons-y. Ou d'euros, c'est mieux, c'est encore mieux. C'est notre monnaie. En l'occurrence, effectivement, et puis ça vaut un peu plus que le dollar. Allez, puisqu'on rappelle, l'euro est à 1,12 $ là aujourd'hui encore. Quels secteurs vont nous apporter les meilleures surprises d'après vous à l'occasion des publications? Alors, surprise, je ne sais pas, mais il y a un secteur comme aux États-Unis qu'il faut regarder, c'est le secteur bancaire, parce que toutes les données de crédit sont très importantes pour justement sous-tendre ou former le concept de croissance économique sur le dernier trimestre et 2024. Donc on sait que ça ralentit sur les crédits aux entreprises, on sait que ça ralentit sur les crédits aux ménages. Je regardais les taux d'intérêt aux États-Unis sur le crédit auto, c'est autour de 8%, et pour les crédits conso, les cartes de crédit, c'est plutôt 20%. Donc ça commence quand même, alors c'est un peu particulier aux États-Unis, mais c'est vrai que moi j'attends des banques françaises pas mal d'informations, parce que ce sont des entreprises macro-systémiques, c'est elles qui voient le mieux en fait le comportement des consommateurs. Il y a les réseaux sociaux et les banques. La différence, c'est que les banques n'utilisent pas les données de leurs clients, mais ils voient absolument tout ce qui se fait en termes d'investissement immobilier, en termes de dépenses, en termes d'épargne. Et les nouvelles conditions de taux, évidemment, elles sont très dépendantes. Et ça sera, je pense, un discours assez intéressant à voir. Après, le consommateur est quand même assez contraint, donc je pense que les valeurs de pure consommation vont souffrir. A priori, tout ce qui est industriel est plutôt bon, se tient. Donc on attend plutôt dans les valeurs industrielles, même cycliques. Bon, vous avez vu, on vend beaucoup d'avions de combat, on vend beaucoup de choses comme ça. Donc ça tient. Le B2B a l'air de mieux tenir que le B2C, surtout quand les canaux de distribution sont trop physiques. Donc ça, c'est vrai qu'on est plutôt... et c'est pour ça que d'ailleurs, on n'a pas d'écroulement de la croissance, puisqu'il reste de l'investissement industriel, qui est très tiré par, vous l'avez constaté et vu, par la sphère militaire des deux côtés de l'Atlantique. Il ne faut pas oublier que les guerres, c'est inflationniste, mais ça fait aussi tourner les usines. Igor, est-ce que les marchés vont trop vite en besogne sur le ralentissement de l'inflation, d'autant plus qu'il y a les aléas géopolitiques, dont celui du jour, l'annonce du jour, Moscou, donc, qui annonce la fin de facto de l'accord céréalier sur les exportations de céréales en provenance d'Ukraine. Juste un commentaire là-dessus, c'est très défavorable pour les céréales ukrainiennes, évidemment, puisque c'est plutôt elles qui sont concernées. La récolte est très bonne, je crois, en Russie, et la Russie est beaucoup plus producteur-exportateur. Donc là, on voit bien que c'est un jeu politique, comme il a été dit. Est-ce que ça va déstabiliser toute l'organisation alimentaire mondiale? C'est pas sûr. On avait eu l'annonce aussi de la réduction de la production d'hydrocarbures de la Russie et d'Arabie Saoudite. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. On s'est déjà beaucoup réjoui dans les premiers mois de désinflation, et puis ça a mis beaucoup plus de temps. Puis il y a quelque chose qui est très notable sur les indices d'inflation, c'est qu'on peut pas parler d'inflation mondiale à 2 à 3 pour tout le monde. En fait, les régimes d'inflation sont très différenciés. Et c'est ça qui est, à mon avis, le plus difficile à lire. C'est qu'en Chine, on a plutôt une désinflation qui accélère, voire une déflation. On ne l'appelle pas comme ça. Au Royaume-Uni, on a une accélération de l'inflation, donc on se dirige vers une stagflation. En Europe, en zone euro, on a de l'inflation importée à cause des prix de l'énergie. Aux États-Unis, c'est plutôt maîtrisé, mais il y a une pression salariale. Donc chaque zone, chaque pays a des régimes très différents. C'est ce qui rend le travail des banquiers centraux assez difficile. Parce grande désynchronie. Oui, et puis on ne peut pas dire c'est 2, c'est 3. À mon avis, ce genre de raisonnement est un peu inopérant aujourd'hui, avec toutes les flèches qui peuvent être décochées sur ce thème-là de l'inflation. Donc ça doit être l'année de la désinflation, mais désinflation, c'est bien, mais il faut quand même produire la croissance réelle. Et ça, les indices des prix, c'est quelque chose qu'on ne peut pas découpler de l'aspect production et de l'aspect création de valeur. Alors voilà, et l'autre clé, effectivement, il y a la clé inflation, la lecture inflationniste, et les marchés regardent très près l'évolution des indicateurs, et puis la question de la croissance, du rythme de croissance. Le rythme, il ralentit fort, il était autour de 4, 4,3 post-Covid, et puis rebond. Puis et là, c'est un problème encore plus grand que l'inflation à vos yeux? De toute façon, c'est des problèmes qui sont liés, puisque le PIB, il est publié en nominal, et il y a une partie réelle, il y a donc les volumes et les prix. Donc c'est un couple qui divorce rarement. Donc
il faut toujours le regarder sous ces deux aspects. On est à un rythme qui est inférieur à la moyenne des 10-15 dernières années, qui est plutôt de 3,5% sur la croissance mondiale. Et dès lors qu'on met une croissance mondiale à 2, en fait, ça permet plus de financer tous les systèmes sociaux et tous les déséquilibres multiples qui existent, que ça soit démographique, socio-économique, etc. Donc aujourd'hui, on est dans un scénario où la récession n'arrive pas encore, tout le monde la craint, on pense que c'est plutôt léger. Et il faudrait que d'ici la fin de l'année, on ait la réponse à ce scénario pour se projeter sur 2024, où normalement on devrait avoir les bénéfices d'une désinflation et d'un rebond économique, certes léger, mais la phase de ralentissement, elle doit se produire maintenant. Si elle ne se produit pas. Oui. On aura des questions, mais je pense qu'on est quand même dans une situation où la croissance a tenu, les revenus financiers mondiaux ils sont beaucoup plus favorables, il y a de l'emploi. On n'a pas tous les ingrédients de la récession classique, entre guillemets, qu'on attendrait. On a vu, il y a beaucoup de banquiers qui, en gros, balayent tout le spectre des scénarios et disent on ne sait pas, ce qui n'est pas très rassurant quand même. Mais quand ils savent tout et trop, c'est aussi pas rassurant. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la question de savoir où on atterrit d'ici fin d'année et est-ce qu'on rebondit l'année prochaine. Et compte tenu des défis, on a peut-être encore plus que par le passé besoin de croissance. Je sais qu'il y a le débat aujourd'hui sur la nécessité d'une éventuelle décroissance. Voilà. On a peut-être au contraire besoin encore plus qu'avant de croissance pour financer la transition énergétique, combler le déficit démographique. L'économie, c'est une fonction linéaire, plus ou moins linéaire ou exponentielle de la démographie. Donc pas de problème pour décroître, mais à ce moment-là, il faut réduire le nombre d'habitants sur la planète. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin parce que le vieillissement fait qu'on s'accroît. Donc il faudra se poser ces questions au moment où on a vraiment une visibilité sur le cycle démographique mondial. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Le club, chaque soir, nos deux coéquipiers, Igor Demac, dirigeant associé de Vitalipa Épargne, et Christian Parizeau pour Altair Economics et économiste conseiller auprès d'Aurel BGC. Merci messieurs.